de l'open talk de ce soir, c'est donc libérez-vous de votre héritage familial. Donc on entend par là les transmissions, des mémoires transgénérationnelles et pas héritage financier, immobilier et tout ce qu'on aurait pu croire. Donc je suppose que vous avez certainement dans votre entourage, dans votre famille ou dans votre travail ou dans les personnes que vous rencontrez dans vos relations, des personnes qui répètent toujours les mêmes schémas, les mêmes scénarios de vie, les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils répètent toujours ces mêmes choses, ils en sont malheureux, ils cherchent des solutions, bien souvent ils se rendent compte que ces schémas-là ne leur apportent rien, mais ils sont comme poussés en fait par une force irrépressible qui va presque les obliger en fait à avoir ce genre de comportement. Et ils sont comme en fait liés, enchaînés. Ah oui, je voulais dire quelque chose. J'ai oublié de dire que j'allais, du coup, le rétroprojecteur, donc que j'allais parler sur ce thème en 3 points, les répétitions. Je sais, j'étais tellement passionnée en fait. Donc je vais parler de les répétitions. Après le deuxième point, ce sera une solution, la psychogénéalogie. Et le troisième point, je vous présenterai un cas concret. J'en avais préparé plusieurs, mais je pense que ce sera déjà pas mal. Voilà, donc voilà, donc j'en étais là. Voilà, donc ces personnes se sentent donc du coup enchaînées à quelque chose qui ne leur appartient pas. Souvent, elles disent qu'elles ont l'impression d'être des pantins qu'on manipule, un peu comme Pinocchio et Geppetto avec les petites ficelles là que vous voyez, qui sont des pions sur un damier qu'on bouge à la guise en fait d'un peu du bon vouloir de on ne sait pas quoi ou qui. Et ces personnes en fait sont dans un tourbillon et vraiment elles se sentent perdues, comme si en fait elles étaient habitées par une autre personne ou vraiment souvent elles disent, des fois j'en ai en consultation, pas souvent, et qu'elles disent qu'elles ont l'impression de ne pas vivre leur vie, qu'elles ont l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et que c'est pas vraiment elles en fait qui sont dans leur vie, quoi. Elles sont là dans leur corps, elles sont bien présentes, mais elles ont vraiment l'impression que c'est pas leur vie, quoi. Et elles disent souvent aussi qu'elles ont l'impression d'être à côté de la plaque, qu'elles sont pas à côté qu'elles sont pas dans leurs chaussures, quoi, qu'elles rentrent dans les pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Et même des fois, ces personnes sont en thérapie et elles arrivent à identifier en fait les processus qui font qu'elles n'arrivent pas à avancer comme elles voudraient, mais elles restent bloquées là-dedans. Alors aussi, on a aussi des maladies ou des malaises qui viennent se répéter dans une famille. On a l'impression que c'est une malédiction en fait qui suit un petit peu cette famille et souvent les personnes disent « Oh mais de toute façon on a ça de père en fils ou de mère en fille sur des générations entières, ça se transmet, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est dans la famille, quoi. » Alors ça peut être des maladies bénignes comme l'hypertension, des maladies de peau, le psoriasis, l'eczéma, donc souvent des fois sont envahissantes, mais des fois c'est pas trop grave. Ça peut être aussi du cholestérol, après ça peut être aussi du diabète, des maladies cardiaques, sclérose en plaques, ça peut aller vraiment en cancer aussi, qui peuvent se... Maintenant, surtout, c'est un peu dans l'air du temps que le cancer du sein est génétique, donc voilà, ces maladies-là qui se transmettent de génération en génération, et vraiment les personnes se retrouvent comme impuissantes vraiment face à ça et n'ont plus de solution pour enlever cette maladie. On a aussi des scénarios répétitifs qui peuvent être dans une famille, la première grossesse se finit par une fausse couche, ou la famille n'arrive pas à avoir d'enfants, ou c'est très long, c'est très difficile, ou il n'y a que des garçons, il n'y a que des filles, ou alors il va y avoir successivement dans une même lignée un enfant qui va être abandonné. Alors abandonné, ça peut être ou le décès du parent, ou un divorce, ou pour
pour quelque raison que ce soit, chaque fois c'était l'enfant, le père, la mère, les grands-parents, et tout ça en fait se transmet de génération en génération. Donc on sait que, tout le monde le sait, qu'on transmet à nos enfants tous nos caractères héréditaires physiques. Et donc on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il serait possible que ces ancêtres nous lèguent aussi leurs peurs, les non-dits, les secrets, les drames familiaux. Et du coup ça emmène la question qui suit, serait-il possible que ces mêmes ancêtres se libèrent à travers nous, qu'on soit un peu les instruments de réparation pour leur permettre de se libérer d'un passé trop lourd à porter. Voilà, c'est ce qui m'emmène donc vers le deuxième point, je l'ai pas oublié. Donc une solution, la psychogénéalogie. Alors pour moi, souvent en thérapie, quand j'ai une personne qui vient me voir et que je décèle donc un schéma répétitif, quel qu'il soit, je l'oriente en psychogénéalogie. Bon, bien sûr, je me demande si ça lui convient, mais en principe, je vais travailler avec la psychogénéalogie. Et pour essayer d'identifier quels sont le ou les ancêtres, parce que des fois, il n'y en a pas qu'un, ils sont plusieurs à tirer les ficelles, et c'est vrai que plus ils sont nombreux, et plus c'est difficile pour nous de vivre bien notre présent en fait. Ils sont nombreux et souvent ils sont nombreux quand il n'y a qu'un seul enfant. Il n'y a qu'un seul enfant et dans la famille, l'enfant est beaucoup changé. Voilà, donc il faut savoir que c'est quand même pas moi qui ai découvert la psychogénéalogie. Donc c'est quand même la première personne à avoir parlé d'âme collective pour évoquer la transmission de l'inconscient d'une personne à l'inconscient d'une autre personne, c'est Sigmund Freud. Donc ça a été un peu le pionnier. Ensuite, il y a eu Carl Gustav Jung, je ne sais pas trop prononcer son nom, donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment lui qui a donné un nouvel essor avec sa théorie de l'inconscient collectif, car il a rajouté que chacun de nous, on le portait tous en nous. C'est-à-dire qu'on a tous cette mémoire d'inconscient collectif, on connaît en fait, dans nos cellules, dans nos gènes, on connaît en fait tout le passé de notre clan. Donc c'est vraiment lui qui a donné un bel essor à cette approche. Et puis après il y a eu Anne Anselin-Württemberg dans les années 70, qui grâce au génosociogramme qu'elle a pu mettre en place avec ses patients, ça a vraiment donné, ça a vraiment été un tremplin en fait pour la psychogénéalogie, qui ne s'appelait pas comme ça. Et génosociogramme, c'est-à-dire? Alors voilà, je pensais que je l'avais mis en point, mais non. Voilà. Donc le génosociogramme, en fait, c'est un peu la carte du monde du clan. C'est-à-dire que un génosociogramme se fait sur 7 ou 8 générations, donc c'est quand même assez gros, donc il se fait sur 7 ou 8 générations, et dans ce génosociogramme, vous allez inscrire tous les faits marquants du clan. C'est-à-dire qu'on prend les dates de naissance, dates de décès, dates de mariage, dates de divorce, déménagement, guerre, enfin 7 ou 8 générations, on peut guerre, emprisonnement, il peut y avoir aussi des meurtres, enfin vraiment tous les événements marquants de ce clan sont inscrits sur le génosociogramme. Alors moi je ne fais pas un génosociogramme parce que un génosociogramme c'est énorme, sur 7-8 générations je fais un génogramme. Le génogramme se fait sur 4 générations. Donc il y a la personne qui vient me voir, ses parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc ça fait déjà pas mal de personnes, et en principe sur 4 générations on a déjà beaucoup de boulot, on voit déjà beaucoup de liens se faire, on peut déjà bien travailler et bien aider la personne à avancer. Après c'est vrai que des fois on a besoin de remonter un petit peu plus haut, mais quand les arrière-grands-parents sont plus là, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les renseignements, surtout que à l'heure actuelle, les parents, grands-parents parlent un peu moins de tout ce qui s'est passé, et il y a moins cette transmission de génération en génération. Ça se perd de plus en plus
Donc du coup, les histoires familiales, c'est un peu difficile. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pars sur un génogramme en fait. Le génosociogramme c'est un peu trop pour moi. Voilà, le génogramme c'est trop. Voilà, donc je vais faire la transition sur le. J'espère que j'ai rien oublié, je regarde un petit peu quand même. Mais je pourrais répondre à vos questions. Voilà, oui, j'en reviens. Quand la personne, en fait, une fois que vous avez fait le génogramme, comme moi je fais le génogramme, une fois que la personne, elle prend conscience, en fait, qu'il y a tel ou tel ancêtre qui tire un peu les ficelles et que c'est pas elle qui... C'est pas de sa faute, entre guillemets, si elle répète le même scénario, si... Du coup, la personne, elle se sent libérée d'un poids et elle est plus... elle a plus confiance en elle pour continuer à avancer. Alors après, bon ça c'est une première prise de conscience, c'est un premier travail. Après en psychogénéalogie, il y a des actes symboliques qui sont très bien et qui peuvent vraiment permettre à la personne de couper les liens avec le ou les ancêtres qui l'entravent en fait. Donc il y a les actes de naissance et de décès qu'on peut faire, les certificats de mariage, les lettres de réparation, les scénarios catastrophes, donc il y a beaucoup de choses, on peut couper des liens symboliquement, on fait des vrais liens, on coupe les liens, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, en principe le travail est bien avancé, puis après il y a d'autres, si jamais je vois qu'en psychogénéalogie, il y a encore des choses qui bloquent, je peux aller voir aller prendre d'autres outils pour aider la personne, et surtout qu'une fois que la personne est libérée effectivement de ses liens, elle se retrouve là, ok, je dois vivre ma vie, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc après, c'est important aussi de l'aider à mettre d'autres choses en place qui lui correspondent mieux. Là, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc après, le troisième point, cas concret, donc j'ai mis un S, parce que je ne vais pas si de l'enfant ou deux. Voilà, donc je voulais vous parler d'une personne que j'ai eue en consultation. J'ai changé les prénoms, hein. J'ai essayé de bien garder ce que j'ai dit. Donc c'est un homme qui vient me voir, il a une quarantaine d'années et il vient me voir parce que chaque fois qu'il veut s'associer à une personne, c'est un homme d'affaires, donc chaque fois qu'il veut s'associer, faire une affaire avec quelqu'un d'autre, s'associer, faire un projet, quel qu'il soit, soit ce projet n'aboutit pas, soit il y a une faillite. Et chaque fois, c'est toujours très difficile, chaque fois il doit se battre, chaque fois il doit essayer de... c'est toujours très très lourd et très lourd pour lui, très difficile. Et comme il avait en tête une association, il voulait que ça s'arrête, quoi. Il ne voulait plus que ça finisse toujours de la même façon. Donc, je l'ai un petit peu fait parler et il me parle que du côté il me parle de sa mère en fait, et il me dit que, parce que faillite tout de suite on pense à une histoire d'argent maintenant, et il me dit que sa maman, il a toujours eu l'impression que c'était une châtelaine, que pourtant elle est d'un niveau très modeste, jamais manqué d'argent mais d'un niveau très modeste, et en fait il avait l'impression qu'elle appartenait à une classe sociale beaucoup plus élevée, alors qu'en fait pas du tout. Elle était très précieuse et vraiment on se demandait pourquoi. Donc du coup c'est pour ça qu'on est parti du côté maternel en fait. Et on se rend compte qu'en fait Jean, je l'appelle Jean, est en lien avec son arrière-grand-père maternel, Paul, qui en fait est un homme d'affaires avec une grande notoriété, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, il a un restaurant, il marche très bien, il a un niveau social très élevé, il est heureux, tout se passe bien pour lui dans sa vie, et il n'a pas de soucis. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un il est dans l'entrepreneuriat et il veut toujours avoir d'autres affaires, il est très ouvert et il veut toujours faire d'autres choses. Donc, un jour, il y a deux hommes qui viennent le voir pour lui proposer une affaire, un hôtel-restaurant dans la même région. Ils ont donc entendu parler de sa notoriété et donc ils la pâtent un petit peu avec l'hôtel-restaurant. Le projet a l'air bien ficelé, les personnes sont très bien, donc il se dit pourquoi pas, mais pour investir dans le projet avec ces deux autres personnes, il doit vendre son restaurant, il doit vendre ses biens. Donc c'est ce qu'il fait, il vend.
il investit, sauf que en fait, les deux personnes sont des escrocs. Donc il perd tout, sa maison, son restaurant, son argent. Il se retrouve d'un niveau social très élevé, pratiquement dans la misère. Et donc imaginez la colère un peu de tout le monde, enfin, il se retrouve vraiment sans rien. Et 2 mois après, il décède d'une crise cardiaque. Donc du coup, plus d'argent, plus personne pour faire vivre la famille. La femme et les enfants se retrouvent tout seuls, pratiquement à la rue. La femme est obligée d'aller travailler. Enfin, le style de vie change complètement. Et en plus de la colère et de la perte d'argent, il y a le chagrin d'avoir perdu la personne qu'ils aimaient. Donc en fait, Jean porte en fait ce passé, le passé de cet arrière-grand-père maternel. Et chaque fois en fait qu'il va faire une association avec quelqu'un et prendre une affaire, c'est comme si il réparait un petit peu ce passé un peu trop lourd sans perdre pour autant l'argent qu'il avait acquis. Donc en fait, il travaille, il s'associe, mais bon, même s'il y a faillite, il n'y a pas de perte d'argent familiale, il y a juste la perte d'argent professionnelle. Donc Jean prend le... Bon, je raccourcis un peu. Mais Jean, en fait, prend bien conscience de tout ça, donc il va garder de cet arrière-grand-père maternel ses envies d'entreprendre, de passer à l'action, d'être dans le mouvement, mais il va aussi, pour rassurer le clan, parce que le clan doit toujours être rassuré, faire en sorte que ses associés soient conformes à ce qu'il pense, à ce qui est bon pour lui, et vraiment toujours bien vérifier si c'est ok, quoi, si ça rentre dans ses attentes et dans ses objectifs. Voilà. Et bon, ben aujourd'hui, Jean il fait ses affaires, il n'a pas de problème, a priori il n'a plus fait de faillite, enfin, pas que je sache. Et donc c'est ok pour lui, quoi. Voilà. Et bon, le travail a été quand même long, difficile, mais voilà. Bon, je crois que j'ai fini. Mon cas concret.